Hello les amis, épisode 92, ça y est, je ne m'arrête plus. Normalement, je m'arrête. Mes bonnes résolutions, ça dure toujours que 3 épisodes. Non, là, c'est bon, là, on est sur le quatrième, donc je suis grave content. Et on a des revenants, parce qu'aujourd'hui, pas d'invité inédit, parce que tous les deux, vous êtes déjà venus sur le podcast. Comment ça va les gars? Nico, t'es le plus ancien, donc je te donne la parole. Quoi de neuf, Nico? Eh ben, j'ai toujours le même business, tout va très bien et on va pouvoir parler de tout ça, et surtout de l'arrivée de l'IA, parce que je pense que dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble, c'était pas un sujet ou c'était un non-sujet, ça a un peu changé, on va dire. C'est ça. Et en fait, la première question que je me suis posée et que j'ai préparée, c'est est-ce que l'IA c'est un buzzword? Et ensuite, j'ai demandé à ChatGPT, ok, va me chercher des données économiques, liste-moi 10 trucs que je dois savoir sur l'IA. Bon, si c'est un buzzword, en tout cas, ça n'est pas que un buzzword, on est obligé de le considérer, donc ça c'est cool. Ça n'est pas que un titre putaclic l'IA, donc voilà. Donc on va parler d'IA aujourd'hui. Et merci Nico d'être là. Et Gab, du coup, toi c'était plus récent, parce que t'as été un des Yes. derniers épisodes avant ma longue absence du podcast. Comment ça va? J'espère que je serai pas le chat noir et pas le dernier épisode de la deuxième partie. Mais non, ça va très bien. Pareil, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé beaucoup de choses, notamment le gros virage IA naturel qui a été pris. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une discussion intéressante. Bon, trop cool, trop cool. Ouais, et toi, ton activité a drastiquement changé. On va redonner un peu de contexte à tout ça. Mais bon, voilà, pour expliquer aux gens qui nous regardent s'ils n'ont pas vu les premiers épisodes, on est avec trois amoureux de la tech. On peut dire ça, hein. On va essayer de rester mainstream, mais ouais, on va parler d'intelligence artificielle et comment ça peut bouleverser ou pas nos métiers. Pour rappel, Nico, tu formes à la compétence WordPress, tu formes sur la compétence métier, mais pas que, parce que tu accompagnes aussi des gens qui veulent développer leur boîte autour de WordPress, des freelances à développer ce business-là. Et donc, j'imagine que l'IA, c'est certainement des interrogations pour ta cible. Et Gab, aujourd'hui, toi, tu es consultant, donc tu es plus de l'ordre de la prestation de service. Et donc, tu implémentes plein d'automatisation, plein de systèmes et notamment de l'IA chez tes clients. Et tes clients, ils sont des entrepreneurs du digital, des agences ou enfin des prestataires de services comme toi ou des formateurs pour beaucoup. Et puis pour rappel, moi, je développe le Mastermind Entreprendre dont vous êtes membre et j'ai vécu le bouleversement de l'IA en interne en changeant en fait tout ce qui concerne mes ressources humaines. En fait, quand on dit est-ce que l'IA va nous remplacer, en tout cas moi j'ai remplacé beaucoup de monde par l'IA. Voilà, disons ça comme ça. Nico, aujourd'hui toi ta réalité dans ton métier, comment comment les gens appréhendent ça et quelle est surtout un peu l'inquiétude ou la passion derrière ce mot d'intelligence artificielle. Ben, nous, vu qu'on forme des gens à la création de sites en no-code, donc sans jamais avoir à toucher HTML, CSS ou même PHP ou quoi que ce soit, déjà, eux se disent qu'il y a un potentiel danger, mais ils le ressentent surtout par rapport à leur cible. Parce que souvent, nos apprenants vont probablement essayer de taper dans des trop petits clients. Et ces trop petits clients, ils ont vu des pubs à la télé, ils ont vu des pubs en pré-roll sur YouTube. Faites votre site en 2 minutes avec l'IA. Ça dépend des hébergeurs ou des services. Et pour eux, en tout cas pour ces petits clients-là, qui font même pas 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, ils ont l'impression que ce sont des solutions interchangeables. Un site fait par un humain ou un site fait par une IA, à première vue, ce serait la même chose, ça apporterait les mêmes bénéfices et toutes ces choses-là. Et du coup, plein de nos élèves sont un peu paumés. Ils ont peut-être pas compris que non, ils faisaient mieux que ça. Et je pense que certains qui sont trop dans le flou, qui sont trop dans la reconversion, qui sont pas encore assez bons sur leur fondation, ils peuvent douter, alors qu'en fait, une fois qu'on sait ce qu'on fait, normalement, on est en mesure de regarder. Un site fait par IA, ça ressemble à quoi? Un site fait par un humain qui a réfléchi, ça ressemble à quoi? Et on prend des points de contrôle et let's go, en fait, on peut trouver des choses intéressantes. Donc je dirais que il y a ce truc-là où les clients finaux pas assez matures se disent oh c'est tout comme, donc là on peut avoir de la destruction de valeur. Et ceux qui sont au-dessus par contre, ils ont quand même compris que non, un site quand on le conçoit bien, il peut produire des effets et une IA mal dirigée ne va pas forcément aller dans ces directions-là. J'ai aussi envie de dire, et ça va faire écho à une intervention qu'on a vue de Maxime Blondel dans le Mastermind, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, euh, début d'année. Il nous avait dit un truc qui était très juste, et je dois je le cite plusieurs fois par semaine, cet exemple-là, parce que il y a beaucoup de prestataires de services, nous, dans le Mastermind. À peu près la moitié la moitié des membres sont des prestataires de services. C'est que le service, c'est pas que de l'expertise. C'est aussi du care. Donc, c'est aussi prendre soin du client. 50% d'expertise, 50% de care. Moi, je peux donner l'exemple, je vais pas le citer, mais il y a des média buyers que je connais sur la place qui sont très mauvais en media buying, que j'ai déjà rencontrés dans des événements, dans des trucs comme ça.
Mais par contre, je connais également leurs clients parce que j'en ai accompagné plusieurs. Et moi, je disais, mais ton média buyer est pas très fort. Ouais, non, mais c'est pas grave. Il est tellement sympa qu'en fait, je partirai pas. Et donc, en fait, il y a ce truc-là aussi. Et l'IA remplacera pas cette relation entre le prestataire et le client. Et ça, on a tendance à l'oublier. Il y a quelques années, on a eu peur de l'arrivée des techs malgaches ou d'Afrique du Nord. Parce que un dev marocain versus un dev français, il est pas plus mauvais, je veux dire. Hein. Il est pas, voilà, la technologie elle est pas différente. On a les mêmes sources d'informations. Peut-être que culturellement d'ailleurs ils sont peut-être plus assidus à l'école que nous, mais bon ça c'est encore autre chose. Donc peut-être même on part avec des, enfin, on est assez égaux là-dessus, mais on part avec du plomb dans l'aile parce que c'est le coût de la masse salariale. On était là, ouais, non, mais on va se faire botter le cul par la sous-traitance étrangère. Bah, pas du tout, en fait, c'est pas passé. Donc, ouais, il y en a qui sous-traitent à l'étranger, ça se passe bien. Il y en a d'autres, donc c'est même pas une option. Ils préfèrent payer des prestataires plus chers en France. Et ce sera pareil avec l'IA. Hein. Je pense que c'est ni plus ni moins que des sujets de mondialisation autrement. Tu vois, on sous-traite ailleurs, on sous-traite à la machine. Toi, Gab, cette notion de care, comment tu l'intègres? Parce que j'imagine que tes clients, ce qu'ils viennent aussi chercher chez toi, c'est aussi un petit peu cette veille, cette enfin c'est un petit peu de l'ingénierie, pas forcément l'impllémentation, mais un peu le plan structuré, tout ça. Nico parlait de bonnes fondations, c'est un peu ces fondations-là que tu implémentes chez les clients, toi. Vraiment, et moi sur les clients avec lesquels je travaille, souvent ils ont vraiment pas envie de s'en occuper. Donc cette notion de care, elle est hyper importante parce que c'est ce qui va permettre de vulgariser ce qu'on fait. Rentrer dans la technique de l'IA, ils s'en fichent pas mal. Ils ont juste conscience que c'est un outil. L'IA est un outil, je pense qu'on va le rappeler pendant ce podcast, c'est important de vraiment s'imprégner de ça. Ça rappelle que c'est un outil, qu'ils ont envie de prendre le virage. Par contre, ils ont vraiment pas envie de s'en occuper, mais ils ont quand même envie de comprendre ce qu'ils peuvent faire. Et donc, il y a un vrai travail en même temps on implante et en même temps on explique, on fait de la pédagogie et on rassure plutôt envers les équipes, puisqu'on a attaqué le podcast en parlant de danger de l'IA, et donc ça marche pour les entrepreneurs, pour les freelances, mais ça marche aussi pour les équipes en interne. Et vous imaginez bien que quand ils voient un consultant IA arriver dans le Slack, en général, ça sourit pas trop. Donc il y a un vrai enjeu à bien parler avec les équipes, expliquer ce qu'on va faire, comment on va le faire, et justement expliquer que ça va pas les remplacer à 100%. Moi, je parle plutôt de transformation en fait. Tu disais, Gérald, tout à l'heure, moi, les RH, ça a beaucoup bougé quand on a implanté l'IA, c'est vrai, mais ça a bougé, ça a pas que remplacé. Les gens se sont déplacés et en fait, ils se sont amplifiés et ils sont allés vers là où ils apportaient vraiment plus de valeur. Exactement. Et je pense que c'est vraiment la manière positive de voir l'IA et c'est un outil qui nous permet de faire ça. Et quand on le voit comme ça, c'est très positif. Et c'est un peu moins sexy en marketing que le truc très alarmiste de on va tous être remplacés. Mais je pense que la vérité est par là. J'ai vu une stat intéressante ce matin, c'est le boss de Zapier qui a dit on a 800 salariés et 800 agents IA. Et que certains lui demandent en dessous, parce que c'est sur Twitter, X, et ils disent mais du coup t'as viré combien de personnes? Zéro. Zéro, c'est juste que le travail a muté, il est différent, mais du coup il a 800 de chaque quand même. C'est costaud. Il faudrait voir les courbes, hein. Est-ce qu'il a de moins en moins de salariés, de plus en plus d'agents IA aussi? Je sais possible, hein. Mais D'après ses dires, non. Ils font des choses qu'ils ne faisaient pas précédemment, ou qui auraient été faites à la marge, et ça peut être intéressant, d'aller faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant, qu'on priorisait pas, et d'un coup, on fait de la place et on arrive à les faire différemment. Mais alors, et là, du coup, tu modélises une idée que j'ai eue il y a quelques temps. C'est nous, tu vois, on a eu un studio de muse où on développait plein de business rigolos avant voilà, qui faisait du revenu complémentaire, et on a bossé avec Gab notamment sur ces sujets-là. Et il y a plein de sujets qui sont maintenant adressables en muse, c'est-à-dire facturer quelques euros par mois via des abonnements pour des prestations à valeur ajoutée plutôt moyenne, quoi, mais qui étaient impossibles avant l'arrivée de l'IA d'implémenter parce qu'en fait c'était impossible pour le site, pour la muse de le délivrer vu les montants. Et donc en fait cette notion de solvabilité en relation aux problèmes traités, ça a un peu bousculé le truc. Et nous par exemple on peut parler d'un projet qui a fail, on peut en parler, c'est pas un problème, mais en gros on avait détecté une niche sur Google avec Gab qui était en fait les gens cherchent à interpréter leurs rêves. Et du coup là je trahis un secret. Normalement on donne jamais nos niches en IA, mais elle a pas fonctionné, donc du coup c'est un tuyau percé. Et on a eu ça. Et en fait c'est vrai que tu vas pas payer une sorte de médium ou je sais pas quoi pour faire ça. Mais c'est vrai que d'en parler à de l'IA, on s'était dit que c'était pas forcément idiot et il y avait un volume de recherche qui était juste dingue.
et très peu d'offres, parce qu'en fait, c'est très compliqué d'être rentable si tu n'implémentes pas de l'IA. Et donc, nous, on avait développé un petit produit là-dessus, et du coup, au final, ce petit produit n'a pas fonctionné en tant que tel, mais on l'a recyclé pour faire d'autres trucs qui marchent très bien à côté. Donc voilà, ça a été un peu notre projet zéro sur ce truc d'IA. Et ça aurait jamais été possible avec de la création de contenu ou alors des produits, voilà, des produits d'information, ça aurait été quasiment impossible. Donc ça crée de nouvelles possibilités, ouais, clairement. Ça, tu le multiplies par le nombre d'industries et c'est absolument énorme parce qu'en fait, des micro-problèmes, il y en a partout. Il y en a dans tous les métiers, tous les corps de métier, tous les niveaux de business aussi. Donc, ça fait autant d'opportunités de produits à créer. Et d'ailleurs, on le voit depuis que l'IA est arrivée. Là, on parlait du produit qu'on a testé, mais il y a des milliers, des centaines, des millions de produits qui sont proposés. Et donc, moi, j'avais vraiment la conviction qu'on est en train juste d'apporter plus de valeur sur le marché et que le marché va plus consommer parce que lui, il peut même plus produire. L'exemple de Zapier je garde 800 salariés et j'ai 800 agents IA. En fait, ça marche parce qu'ils produisent plus et il y a des gens qui ont, eux, de leur côté, produit autre chose et donc qui achètent plus. Donc, c'est hyper vertueux. Et l'IA fait des trucs que les salariés ne pouvaient pas faire, enfin, la vitesse que les salariés ne pouvaient pas faire. Et les salariés font une précision que l'IA ne peut pas faire. De mêler les deux, ça crée juste un marché qui est évoluant. Je pense que les compétences, par contre, d'ingénierie, les compétences de prompting vont être très très recherchées. Ça va être un skill qui va être obligatoire. Quand tu vois qu'il y a encore des gens qui vendent des formations Excel, et d'ailleurs Thomas qui vend des formations Excel, c'est un pote, donc tu dis putain, nos darons, elles achètent des formations Excel. Il va falloir ensuite, une fois qu'elles auront fait ça, qu'elles apprennent le prompting. Il y a encore vachement de compétences pour que ça soit entièrement démocratisé. Donc pour vous, si je vous pose la question comme ça, quel est le gap entre les personnes qui sont aujourd'hui aptes à utiliser l'IA et à produire quelque chose avec versus les moldus, ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas éligibles à ce truc-là? Tout le monde peut utiliser l'IA, ça c'est sûr. Après, en produire quelque chose, c'est un sujet qui est différent. Tu as l'utilisation qui peut être dans ton quotidien et t'aider sur plein de choses. Et ça, aujourd'hui, c'est accessible à vraiment tout le monde et il y a plein de services gratuits. Et même si on ne sait pas prompter, en fait, de la simple logique nous permet d'amener un résultat. Et ça, je pense que c'est une super porte ouverte pour dire à la plus grande partie de la population, amusez-vous avec ça, même si c'est pour apprendre la recette des crêpes pour 5 personnes, au moins vous utilisez de l'IA et tu commences à t'en saisir. Et après, de l'autre côté, tu as produire quelque chose avec l'IA, où là, tu vas l'utiliser à des fins, que ce soit commerciales ou n'importe quoi. Et là, ça demande peut-être une envie un peu plus avancée, parce que là, tu vas vraiment dire, OK, je vais utiliser l'IA pour arriver à mon objectif. Et donc, je pense qu'il faut déjà l'avoir bien intégré, avoir bien intégré les possibilités pour avoir Faut ce cette réflexe-là. logique d'ingénieur, hein, un C'est petit ça. peu, clairement d'architecte. Ouais. Et après, si on parle des logiciels codés sous IA, par exemple, là c'est pareil, il y a plein de choses qui sont possibles. Maintenant, il faut aussi faire attention aux fantasmes et jamais 100% automatique. Et on en a vu, hein. Il y a eu des retours de témoignages de gens qui ont dit ah ça y est, l'IA c'est codé, j'utilise le truc. En fait, ils en ont fait un SaaS, ils ont publié, c'était blindé de failles de sécurité. En 24 heures, le truc était tombé. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Pour moi, je trouve que c'est un super outil. Par contre, si c'est mêlé avec une expertise d'ingénieur, c'est là où ça crée la vraie valeur. Sinon, c'est plus de l'effet waouh, effectivement. C'est très bien de le faire, mais c'est pas là pour créer du business en tant que tel. Il y a une frontière qui est assez fine entre tous ces cas d'usage qui va, je pense, se clarifier à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est un peu celui qui va faire joujou dans son garage avec l'IA, c'est très bien. Par contre, il le garde pour lui. Comme moi, par exemple, il y a plein de logiciels que je sors pas parce que je les perfectionne pas, mais juste ça m'amuse de les voir tourner. Et par contre, si tu veux en faire sortir d'autres, bah là, c'est là où il faut avoir un petit background d'ingénierie quand même professionnel pour savoir ce que tu fais, parce que l'IA se comporte un peu comme un stagiaire au final à chaque fois. Donc, ce qui est important, ce qui va faire la qualité de ce qui va sortir de l'IA, peu importe ce que tu fais, que tu fasses un logiciel, une automatisation, un contenu ou quoi, c'est comment la personne va la driver. Et donc, plus la personne est professionnelle et dans son expertise, plus le résultat, il est incroyablement pertinent. C'est très clair. Et je sais pas comment vous le voyez vous, mais j'ai l'impression que depuis qu'on est habitué à manager une IA, manager ChatGPT pour 99% des gens qui utilisent des IA, de toute façon, j'ai l'impression que on s'améliore dans les briefs que l'on donne à nos vrais collaborateurs. C'est-à-dire, vu qu'on est obligé d'être précis avec l'IA, parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas d'évidence quand tu briefes une IA, on est très précis, on met beaucoup de granularité dans notre truc, on explique un peu tout ça. Ce qu'on a tendance à pas faire avec nos collaborateurs, avec nos équipes, nos clients même,
ou nos prestataires, parce que bon, on a tous les trois vendu des sites web, on sait que le mauvais brief, c'est un peu notre ennemi quand même, mais j'ai l'impression que depuis qu'il y a, les gens sont disciplinés à mieux briefer. Nico, toi, tu le ressens ça? Est-ce que toi, t'améliores tes propres briefs comme tu prompterais pour l'IA? Alors, j'ai pas encore passé le cap et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de super intéressant qui arrive, c'est que là, on a une boucle de feedback qui est instantanée entre la qualité de notre demande et la qualité de la réponse. Et j'avais vu un article à ce sujet aussi d'un papa entrepreneur dans l'IA qui mettait l'IA dans les mains de ses enfants, et ses enfants, ils voulaient par exemple un dessin avec une montagne ici et ça, et ils étaient déçus. Et ils avaient une boucle instantanée, et donc les gamins étaient obligés très très tôt justement de savoir mieux s'exprimer avec un meilleur vocabulaire pour petit à petit arriver au dessin qu'ils avaient en tête. Et donc ils avaient la boucle instantanée, donc ça fait un apprentissage ultra accéléré, ce qui fait qu'en fait c'est probablement une des meilleures compétences qu'on puisse développer dès le jeune âge finalement aujourd'hui, c'est savoir s'exprimer avec précision, alors avec empathie avec des humains on va dire, mais tout ce truc-là devient ultra nécessaire. Et non, moi je fais encore les mêmes erreurs, aussi bien dans ce que je demande à une IA que ce que je demande à des humains, donc non, la transformation n'a pas encore opéré. Toi, Gab, tu remarques quelque chose? Tu remarques quelque chose dans ce sens-là? Je remarque surtout une façon de structurer sa pensée différente, mais de manière vraiment automatique. C'est-à-dire quand j'aborde un sujet, je le vois que je le pense tout de suite. Ok, tu le découpes comme un prompt, quoi, tout de suite. Après, moi, j'en fais vraiment toute la journée, donc je pense que j'ai un petit biais. La dernière fois, je me suis fait peur, j'ai écrit un truc et j'avais l'impression que c'est ChatGPT, genre une phrase, j'avais l'impression que c'était la réponse basique de ChatGPT. Donc je me suis dit que je parlais un peu trop avec ChatGPT, ça m'imprégnait. Mais sinon, tu réfléchis tout de suite, oui, ah ok, comment est-ce que je peux formuler ma demande? Hier, encore une fois, hier, je cherchais à résoudre un problème qui est un problème de logique, qui m'aurait pris 30 minutes. Et en fait, au lieu de résoudre le problème, tout de suite, je me suis dit, OK, comment je peux formuler ma demande pour avoir le résultat que j'attends? Et au final, en 3 minutes, j'avais réglé le souci. Donc 30 vs 3 minutes, si on fait ça 5 ou 6 fois dans la journée, je te laisse imaginer à la semaine les heures que tu gagnes. Ouais, de ouf. Comment aujourd'hui, tu me le disais tout à l'heure avant que Nico nous rejoigne sur le live, sur l'enregistrement, que Gab, une grosse partie de ton boulot, là aujourd'hui tu kiffes parce que tu es dans une phase d'exploration. Chaque nouveau projet, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Et moi, ça fait écho à ce que j'ai appris, à ce que tu m'as dit, ça a fait de suite écho à ce qu'on nous apprenait en école, école de dev. Je crois pas que Gab t'ait fait d'école de dev, toi. Nico et moi, oui. Mais ce qu'on t'apprend, non, t'as pas fait Nico? T'as fait quoi, Non, Nico, comme école? marketing. Ah, oh là là, un marketeur. Non, mais en gros, ce qu'on nous apprenait, c'est un bon développeur, c'est un développeur qui sait chercher. Et donc du coup, bah toi, t'as une grosse phase d'exploration dans tes prestations. Tu le vis comment? Et quand t'as un client qui te demande un truc, bah du coup, t'as pas une réponse, t'as des use cases que tu ressors, mais t'as une phase d'exploration. Comment tu le proposes aux clients? Comment ils le comprennent, les clients, en fait, que tout est possible et donc du coup, il suffit de chercher et ça va être ton boulot. Bah déjà, je suis très transparent sur le fait qu'on n'a pas les réponses. Ça bouge tellement vite que quelque chose qui était vrai hier est pas forcément demain, et à l'inverse, quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui, demain, ce sera peut-être possible. Et qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas avoir des réponses prédéfinies. Et donc, je fais beaucoup de pédagogie autour de ça. Et au final, on entend beaucoup parler de l'IA, on voit à quel point ça va vite, donc ça, c'est vite compris. Et par contre, le retour de ça, c'est, je leur dis, n'hésitez pas à vous brider, puisque partez du principe que tout est possible. Si vous avez des demandes farfelues, évidemment, on les recadrera. Mais en fait, je préfère les ouvrir au niveau créativité, que ce soit les dirigeants ou les équipes. Dites, ne vous bridez pas, ne vous demandez pas comment est-ce qu'on pourrait faire, etc. Juste, dites-moi, je fais ça, j'ai l'impression que je perds du temps, ou j'aimerais faire ça. La problématique, ça sera moi qui vais la gérer. Et donc ça permet d'ouvrir déjà beaucoup de créativité du côté des entreprises parce qu'elles ne se mettent pas de limites et donc des fois on va trouver des micro-trucs mais qui vont faire gagner des heures par semaine. Donc, et là, pour moi, la vraie mine d'or, elle est là. Et après, sur la phase de R&D, donc, bah, moi, j'ai vraiment l'impression de faire une exploration constante, hein, c'est l'aventurier, quoi. Tu testes, ça marche pas. Tu apprends aussi, il y a des choses que tu recycles. Tu dis, ah, ça, je l'avais fait de telle manière, si je le mixe avec ça, ça fait ça. C'est vraiment de la R&D constante. Et bah, on le disait au tout début de ce podcast qu'on est tous des techs, donc bah, moi, évidemment, ça m'éclate de faire ça. Par contre, on est très loin du fantasme de la standardisation. Dans le métier de consultant, en tout cas, moi, de la façon dont j'aborde le métier, ça n'existe pas. Et je considère que c'est un super véhicule pour nous amener à l'étape d'après, quand l'IA aura atteint notre stade de maturité. Ça aura permis de jouer avec l'outil. Comme quand on a commencé à dev, au début, tu te dis pas, ah, je veux absolument savoir comment tout faire. Tu apprends à jouer, tu fais une fonction, deux fonctions, trois fonctions, et c'est l'expérience qui t'amène à devenir le développeur que tu es.
Et ben là, je vois exactement la même chose avec l'IA, sauf qu'on est en train de construire le langage en direct. Toi, Nico, dans ton cas, comment tu vois le changement de ton métier, plutôt de l'expertise création de site web, en termes purement d'outils? Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, ça fait gagner du temps au webmaster d'intégrer de l'IA? Et si oui, de quelle manière? Je dirais qu'aujourd'hui, si un webmaster il prend des outils d'IA pour lancer la base d'un site, ça existe. On a des services comme ZipWP par exemple, et on donne un brief. Voici le site dont j'ai besoin et tout ça. Et en fait, on a l'arborescence qui va se construire en temps réel. Dans cette arborescence-là, on va avoir du coup telle section, telle section, telle section. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que c'est du shuffle. Ça, c'est une section avec du texte mis dedans, une image mise dedans, et on peut la retourner de plusieurs façons, elle fait comme ci, fait comme ça. Ce truc-là, ça veut dire que déjà, il faut que le webmaster ait une supervision de ce qu'il veut. Parce qu'en fait, il faut un bon niveau pour savoir si on a un truc bien ou un truc merdique. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut déjà avoir un sacré niveau pour savoir où on va et savoir si l'IA nous aide à y aller ou si en fait on nous livre un truc et allez non, tant pis, je jette tout et je reconstruis tout de moi-même parce que au moins je sais où je vais. Donc je pense qu'il y a ça qui est aujourd'hui assez important. Et après dans les sites, bah du coup, est-ce que des images libres de droit font le taf? Est-ce qu'il faut un shoot photo? Est-ce qu'il faut des images créées par intelligence artificielle? Donc on change la source quelque part des images. Les textes c'est pareil. Est-ce qu'on veut des textes faits par IA et des textes faits par le client plus de l'IA, un copywriter, un rédacteur? Donc on a tous ces éléments-là qu'on vient assembler dans un site qui finalement peuvent changer de nature ou on peut prendre des sources différentes qu'on n'avait pas avant. Donc c'est super intéressant, mais ça veut dire aussi que normalement le travail le plus fastidieux, celui pour lequel le client faisait le mort et nous envoyait pas les ressources et tout ça, peut être accéléré. Ou des fois, tant pis, le client il traîne. Bon ben allez, on va faire générer 2-3 trucs. Tac, c'est comme ça. Ça vous plaît ou pas? Oui, génial. On va économiser, je sais pas combien d'aller-retour. Trop bien. Ça, On peut avoir certains rapports comme ça. c'est clair que les gens sous-estiment, hein. Quand on vend des sites à des TPE, PME, à l'artisan, au restaurateur du coin, moi j'en ai vendu des centaines, centaines pour peut-être dire proche de 1000. C'est une tannée, enfin c'était une tannée d'attendre les photos, les textes, les machins, et quand on reçoit, c'est dégueulasse. Ça c'est vrai que au moins pour pouvoir livrer en mode, il y a une version 0, il y a une version 1 quoi. C'est un temps de dingue. Donc là-dessus, euh, là-dessus c'est un vrai. Pour le coup, pour moi, c'était le pain point principal dans la vente de site web. C'était même pas de trouver des clients, parce qu'en fait, c'est très compliqué de démarrer. Mais une fois qu'on a quand même des premières références, on a des modèles de sites web, des expériences, des retours d'expérience positives de prestats de services qu'on a effectués. Bon, on a un petit effet quand même de effet boule de neige. Mais puis ce putain de réception de contenu, à chaque fois, on peut dire des gros mots, on est dans les gros mots. À chaque fois, c'est un goulot d'étranglement de ouf, quoi. Donc, c'est peut-être là, ouais, où est en fait, on remplace pas le prestataire, on remplace le client presque, en fait, dans le truc. Il va nous fournir une meilleure matière. Mais tout comme on peut se dire, bah tiens, on va plus faire de site avec du lorem ipsum, ce texte en italien, pas en italien justement, en latin, qui permettait de faire allez, ce sera là, il faut ce texte-là de cette taille-là. Mais en fait, non, tant qu'à y être, est-ce qu'on le fait pas générer à côté? Et comme ça, le client regarde, il dit, ah ben je l'aurais pas aussi bien dit. Cool. Allez, on avance. Trop bien. Donc, peut-être qu'en fait, la création de contenu pour les sites web, ça va devenir des sortes d'interviews. Ce sera, ah ben, carrément. 1 heure d'interview, et l'IA avec la retranscription qui mouline tout, qui refait tout, à nous de savoir bien briefer, de savoir dire à l'IA, allez, on a cette page-là avec toutes ces sections ici et ça, tu mets là, tu mets là, tu mets là. Je sais pas si aujourd'hui il y a le niveau pour réussir à bien compartimenter ces choses-là, mais ce truc de se dire, tiens, il y a une arborescence qui se crée et j'ai déjà des sections où je dois parler de certaines choses, ça pourrait faire limite un brief des points à évoquer en interview, ou ça pourrait être une IA demain qui prépare ça et qui fait une conversation téléphonique avec le client et qui en fait essaie de cocher, est-ce que j'ai la matière pour ci, pour ça, tac, je récupère, je le mets dans les trous, ça ce serait génial. On peut imaginer des process quasi automatisés demain. Et après, il faut voir, est-ce qu'on a encore besoin du freelance ou est-ce que c'est une presta totalement de do it yourself? On pourrait aussi imaginer un service SaaS comme ça. Il y a plein de possibilités. C'est là où c'est génial. Mais très certainement que ça va réduire le temps de prestat, et donc, du coup, le temps de facturation, parce que quand tu vends un site quelques milliers d'euros au mieux, et qu'il te faut 3 mois pour le réaliser, quand tu ramènes ça en termes de trésor, et presque un peu comme un amortissement, on le ferait sur une charge. Là, on fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, le site que j'ai mis 2 mois avant de pouvoir facturer le solde, que je l'ai vendu 3500, enfin 3000 balles,
au final, quand tu ramènes mois par mois ce que ça amène, c'est pas grand-chose. Et puis, il faut quand même faire bouillir la marmite et payer l'école des gamins, quoi. Donc, c'est quand même, je pense qu'on va réduire le temps de la prestation. Et il y a un enjeu aussi quand on vend des sites web, c'est que on peut le vendre en étant bon pour le vendre. La personne l'achète, mais elle va se démotiver très rapidement. Et donc en fait, le fait de jouer la montre, c'est aussi surfer un peu la vague émotionnelle du client qui vient d'acheter le site web. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée de le tourner dans ce sens-là. Pas comme un outil technique, mais comme un outil qui remplace un peu la défaillance du client, quoi. Ouais, clairement. Et euh, et les gars, là, vous aujourd'hui dans vos vies d'entrepreneurs, plutôt que dans voilà, pas dans vos prestats, mais dans vos vies du quotidien, l'IA, elle vous a changé quoi? Comment vous l'utilisez? Moi, pas assez. Clairement, moi, je suis encore un petit peu en retard. Là, je suis déjà en mode, ok, j'ai compris le vrai truc avec l'IA. Plutôt que de lui demander des réponses, je lui demande de me poser des questions. J'en suis à cette étape-là pour, du coup, améliorer la qualité de ce que je veux avoir derrière. Mais non, franchement, moi, j'ai un train de retard et je le vois avec du recul. Mais dans mon quotidien, il n'y a pas beaucoup d'IA. J'ai payé, je crois, 2 mois de ChatGPT Pro. Et la deuxième fois que j'ai payé un mois, c'était il y a 2 jours. Donc, c'est pour vous dire que Ok. on peut pas dire que je sois un power user, loin de là. Et t'as un FOMO par rapport à ça? T'as l'impression de... Ouais, dernièrement oui, et en même temps dans le Sous-entends travail. pas que t'as du FOMO, Nico, hein, j'en sais Ah rien, bah, hein, mais... si, j'ai beaucoup de faux mots pour pas mal de choses, et alors que même que j'essaie de m'immuniser. Mais du coup, moi je suis légèrement frustré parce que dans le travail que j'essaie de faire le plus souvent, ça va être de la création de formation, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de recherche de sujets. Ben, j'ai pas trouvé en l'IA aujourd'hui un assistant de recherche suffisamment fiable ou un espèce de partenaire qui est toujours derrière mon épaule, qui voit tout, qui entend tout, et qui puisse m'aider demain à anticiper la suite ou un truc comme ça. Peut-être que moi, c'est avec une IA encore plus forte, encore plus omniprésente aussi, que je trouverai mon bonheur dans le plus gros de mon travail, je pense. Très clair. Et toi, Gab, du coup, dans ton quotidien? Moi, je l'utilise tout le temps. J'ai ChatGPT sur mon téléphone. Et moi, je suis assez curieux, donc souvent, je vais voir un truc, je vais me dire, ah, mais ça fonctionne comment, ou ça c'est quoi, ou ça parle de quoi. Et donc, je suis tout le temps en train de lui poser des micro-questions. Ça, c'est vraiment dans mon truc du quotidien, où il y a une actu qui sort, tu sais pas comment ça marche. Truc bête, quand il y a eu le conclave du pape, je parlais avec ma compagne, on savait pas du tout comment ça fonctionnait. Bah, tu sors ChatGPT, et en 3 minutes, il te répond un truc, tu reposes une question, et en fait, bah, après, tu sais. Et donc, ça, c'est sur plein de micro-sujets et tu peux apprendre plein de trucs et ça c'est pas des infos qui vont révolutionner ta vie mais petit à petit bah ta culture générale augmente donc ça c'est cool. J'utilise beaucoup pour ça et je l'utilise aussi beaucoup pour brainstormer sur des sujets où quand tu sens que t'as un blocage un peu mental ou que t'es bloqué dans une situation. Moi j'utilise beaucoup pour prendre de la hauteur. Et voilà, là je suis là-dessus, que ce soit un problème dans le boulot ou pas, hein. Là je suis là-dessus, je suis bloqué, comment est-ce que je peux faire? Donne-moi des axes. Ah ok, bah cet axe il est pas mal. Comment est-ce que je peux faire ça? Moi j'ai besoin d'avoir, je sais pas, par exemple de la preuve sociale, comment est-ce que je peux l'implanter? Donc ça j'utilise souvent pour débloquer des situations. Pour la curiosité, je l'ai dit. Pour résoudre des problèmes de logique. Euh, J'en ai dans mes prestats, mais j'en ai aussi dans mon organisation. Dire ah bah là c'est des trucs vraiment bêtes, mais genre je pars en week-end, j'ai ça à faire à tel endroit, ça à faire à tel endroit, trouve-moi le parcours logique pour que je perde pas de temps. Donc c'est vraiment des utilités qui n'ont rien à voir les unes, Là, tu remplaces Google, en fait. Tu Oui. remplaces un peu ça. C'est mais vraiment... qui est lié, ouais, mais qui prend en compte mon contexte. Ouais, hyper bien. Donc il va s'implanter de faire des recos ultra pertinentes. Et je l'utilise aussi beaucoup pour rédiger des choses. Je sais que toi aussi tu l'utilises pas mal de lui parler à l'oral et genre sors-moi. Moi je déteste écrire. Donc rédige-moi ce mail, ce truc, ce SMS des fois même. J'utilise beaucoup pour ça. Et après bah les utilisations avancées elles sont beaucoup plus dans le boulot. Mais sinon en perso j'ai quand même deux trois routines. J'ai une routine de veille où tous les jours ça va scanner des faits d'actualité ou différentes thématiques ou différents médias et ça m'envoie un audio sur Slack qui me fait un espèce de podcast personnalisé de 5 minutes. Donc ça c'est cool. Ce podcast tu peux l'écouter dans la voiture le matin quand j'emmène mon petit chez la nounou et au moins tous les jours tu as une petite dose d'actu et après tu vas creuser selon ce que tu veux. J'ai de l'IA qui va trier mes mails aussi. Avec un Gmail, t'as Gmail en client mail et c'est pas un client mail IA, c'est un Non, Gmail que t'as automatisé. c'est un Gmail qui est lié à un make et qui va faire différentes actions pour trier ou m'amener une information ou me remonter un problème. Et, là, je travaille pas mal justement sur la priorisation des messages parce que je pense qu'on est un peu tous pareils. On a beaucoup de mails, de Slack, de WhatsApp, etc. Donc, j'essaie de centraliser tout ça pour avoir une priorisation et qui soit pro et perso. En fait, moi, j'ai vraiment l'approche là où je me dis,
l'IA doit prendre la data et me l'amener au bon moment. Donc si c'est une urgence, il faut qu'elle me fasse savoir. Si c'est un truc qui peut attendre, elle a pas besoin de me le montrer. Si je suis plutôt à faire de l'apprentissage l'après-midi, bah faut que l'apprentissage vienne à moi. Donc j'essaie vraiment de construire des systèmes qui vont venir me chercher au bon moment, mais de manière personnalisée. Ouais, hyper intéressant. Je me suis posé la question quel avait été le changement le plus radical pour moi. Et moi, c'est au niveau de ma création de contenu, mais c'est surtout au niveau... en fait, je fantasmais le fait d'avoir un avatar IA qui puisse... Je lui envoie mon texte et il me génère la vidéo. Il y a plein de trucs qui existent pour le faire. Juste aujourd'hui, je suis pas satisfait du résultat. Donc, il fallait résoudre ce truc-là. C'était l'objectif que je voulais, utiliser l'IA pour produire du contenu. Et au final, j'ai mis le doigt sur ce qui me plaisait pas quand je le faisais naturellement. C'est que très souvent, quand j'ai une idée, en fait, quand je vais prendre mon micro, et c'est un petit peu aussi le désagrément d'avoir fait mes drafts, mon podcast où je parlais beaucoup tout seul, et du coup, je pouvais digresser, et on s'en foutait si on perdait le fil, parce qu'en fait, ça fonctionnait, on comprenait un peu la logique et tout. Mais sur un réel, par exemple, où j'ai 2 minutes pour parler d'un truc, il faut que je fasse des phrases courtes, qu'il y ait une seule idée, une seule intention dans le réel et tout, je suis pas très bon pour l'exercice, elle va un peu dans tous les sens. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je parle en effet à mon téléphone et je le parle comme je faisais les drafts. Je dis voilà, bon, là j'aimerais bien parler de tel sujet, nanani nanana, j'ai eu tel exemple dans un coaching, j'ai eu tel exemple dans ma propre vie, nanani nanana. Par rapport à tout ça, formule-moi, fait une phrase courte, mais très simple, hein, une phrase courte, une idée globale, reviens à la ligne à la fin de chaque phrase, ne mets pas de virgule, et telle ou telle de tonalité, etc. Et donc du coup, j'échange beaucoup avec ChatGPT pour réfléchir à mon truc. Par contre, une fois que je dis OK, ça c'est mon script, au moment où je démarre la caméra, je m'interdis de réfléchir. Et là, je suis en pilote automatique. Ça veut dire s'il y a marqué ABCD, ben je vais faire ABCD et c'est tout. Donc en fait, j'ai la phase de briefing, tu le disais tout à l'heure Gab, avec ChatGPT, mais une fois que ça c'est fait, j'y touche plus. Et donc ce qui fait que mes réels sont bien plus percutants et bien mieux. Et donc ça m'aide de dingue. Donc en fait, c'est un outil. Je pensais que ça allait me remplacer, non. En fait, j'ai compris ce qui allait pas, c'est que le problème était purement perso dans ma façon de travailler, et donc du coup, ça m'a solutionné le truc. Et donc voilà, il y avait un peu le fantasme quand même d'être remplacé, et en fait non, c'est juste être amélioré quoi. Donc, voilà. Du coup, en intro, je vous parlais de quelques data que j'ai demandé à ChatGPT pour un peu illustrer notre propos. Il faut savoir que le marché mondial de l'IA, c'est 190 milliards de dollars en 2025, avec une croissance de 35%. C'est juste dingue. L'augmentation du PIB mondial d'ici 2030, ça va être 14%. Donc ça, c'est la création de valeur pure. 70% des gains économiques vont être captés par les États-Unis et la Chine. 80% des boîtes de plus de 250 employés intègrent déjà des outils d'IA. 80%, c'est juste énorme. Et les domaines les plus impactés sont le service client, ça c'était plutôt une évidence, le marketing, les ressources humaines et la cybersécurité. Et enfin, les offres d'emploi. On dit toujours que l'IA va nous mettre au chômage, revenu universel, machin. Ça a triplé entre 2020 et 2024. Évidemment, il y a eu une adoption qui fait que ça triple, mais on a compris. Et on a du coup le cas français. En 2024, la France, aussi bien sur des fonds publics que sur des fonds privés, a investi 2 milliards d'euros dans l'IA. Moi, je trouve ça extrêmement faible vu le potentiel. On parle de 190 milliards de dollars en 2025. Nous, on investit 2. Votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'on est à la bourre? Est-ce que vous pensez qu'on rattrapera un jour le retard? C'est quoi votre avis? Comment se positionne la France et du coup l'Europe par conséquent? Nico, ton point de vue par rapport à ça? Oh bah ça va être une guerre bilatérale, hein. Et, c'est les États-Unis et la Chine. Et après, les autres vont être des vassaux. C'est super intéressant. J'ai vu pas mal de choses à ce sujet. Par exemple, le DeepSeek, le modèle chinois, a été ultra adopté en Inde, juste à côté. Il y a plein de choses comme ça. Il y a les Émirats Arabes Unis qui veulent aussi avoir leur mot à dire là-dedans. Nous, en Europe, non. Alors certains diront que en Europe, on n'a pas la structure capitalistique nécessaire pour faire des investissements aussi massifs que ceux qui sont nécessaires, parce qu'on parle d'une révolution qui est quand même juste énorme. Et là, il y a la course vers l'intelligence artificielle générale. Et là, franchement, il y a plein de scénarios, plein de choses dans tous les sens et tout ça. C'est une réelle course à celui qui ira le plus vite, celui qui investira le plus. L'Europe ne peut pas prétendre jouer sur. Gab, ton avis? Déjà, juste pour bien expliquer, il faut différencier deux choses. C'est la course à l'IA dont on parle là, c'est la course à la création des modèles d'IA. Donc des modèles qui sont utilisés. L'utilisation après, ça c'est autre chose. Je pense que la course des modèles, elle est perdue. Ils sont déjà bien trop avancés et on voit que même entre eux, ils arrivent à se tirer la bourre et se mettre et mettre des grandes avances à chaque mise à jour l'un à l'autre.
Donc, à mon avis, c'est pas qu'on va pas la rattraper, c'est limite un combat qui peut être joué pour l'honneur ou pour l'image, mais bon, moi j'y crois pas trop. En revanche, la course à l'utilisation, là, je pense que chacun a ses armes. Par contre, ce qu'il va falloir accepter, et ça peut être soumis à controverse, etc., mais ça va être d'utiliser justement ces modèles américains, chinois, etc. Donc il y a un sujet de data, mais en fait, au bout d'un moment, il y a une réalité, c'est que les modèles sont là-bas. Et si donc il va y avoir deux écoles, il va y avoir ceux qui vont dire nous on n'implante pas parce qu'on veut pas aller chez les Américains, ou on va implanter mais ça va moins bien marcher. C'est certainement une branche en Europe va certainement prendre ce chemin-là. Et je pense que c'est dommage. Et j'espère, et j'ai beaucoup d'optimisme là-dessus, qu'il y a toute une autre partie, notamment en Europe et en France, qui va se saisir en disant on va utiliser les modèles américains parce que le gain à aller chercher est plus fort que la data qu'on va perdre. Le gain dans notre quotidien, le gain dans ce que ça peut apporter en productivité, en confort, etc., va être plus intéressant. Et cette guerre-là, c'est même pas une guerre parce que ce sera pas compétitif, mais j'espère qu'on va s'en saisir. Et il y a aussi le fait que l'IA, avec notamment le fait de briser les barrières de langage, ça va se mondialiser. Donc il y a des boîtes américaines qui vont venir opérer en France qui ne le faisaient pas avant. Et l'inverse peut être vrai aussi. Si en France on a une bonne approche sur un sujet parce que c'est un sujet que ici on maîtrise bien, mais on peut amener quelque chose sur le marché américain. Donc ça c'est aussi des bonnes nouvelles. Enfin, je dis américain pour illustrer, mais ça peut être n'importe quel autre pays d'Europe, n'importe quel autre pays du monde. Moi je crois plutôt à cette partie-là qu'on peut développer dans les années à venir. Il y a aussi un sujet entre les modèles propriétaires et les modèles open source. Parce que du coup, on peut voir aussi que l'innovation se fait différemment. Les modèles propriétaires vont pouvoir mettre beaucoup plus d'argent dans la capacité d'entraînement et des choses comme ça. Là où ceux qui sont open source vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Et j'ai cru voir qu'en gros, c'est DeepSeek, c'est les Chinois qui ont été les plus malins à ce jeu, où en gros, ils ont réussi à utiliser des IA propriétaires pour aider à entraîner leur modèle open source. Et puis quand ça n'allait pas d'un côté OpenAI, ils passaient côté Google et Gemini. Et en fait, il y a aussi ça, c'est que quelque part, ce truc d'envoyer des données forcément ailleurs est pas forcément vrai dès qu'on a un modèle open source qu'on met chez soi. On peut garder le contrôle des données et bénéficier de tout l'apprentissage, mais aussi de tous les biais qui ont peut-être été mis dans le modèle. Ouais, mais en fait, l'avantage d'être sur un truc propriétaire, c'est que tu mutualises aussi la data avec ceux qui l'ont utilisé avant toi et ceux qui l'utiliseront après toi. Ce n'est pas que ta propre data. Et donc, en fait, ils accumulent des data, c'est-à-dire que plus on l'utilise, parce qu'il a fallu l'entraîner une première fois, mais à chaque fois qu'on l'utilise, on nourrit également la machine. Et donc, il y a ce côté où c'est exponentiel, la courbe va être exponentielle de la quantité de data. Si on le fait en open source avec des data qui sont cantonnés à notre, il n'y a pas de jeu de mots, qui sont cantonnés à nos propres serveurs, etc. Clairement, notre modèle est limité par notre propre usage, le modèle qu'on utilise. Et donc c'est là où en fait j'ai l'impression qu'on est en train de prendre un retard de dingue. Et tu sais, il y a un adage qui dit les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens réglementent. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. La logique, la logique intellectuelle de nos politiques, c'est dès qu'on leur pose la question, on va réguler et puis comme ça ira bien. Ça n'a jamais fonctionné et on continue à avoir cette logique mentale. D'ailleurs, Nico, je te chambrais souvent parce que tu me parlais de la RGPD. T'es très sensible à la RGPD et en même temps, t'as raison puisque c'est pas le sujet le plus fun du monde. Hein. Je fais des masterclass avec des avocats sur ça et tout dans nos programmes et tout. Mais c'est hyper important parce que dans la création de sites web, oui, en effet, on collecte de l'information, donc il faut savoir la traiter. La RGPD, l'IA, il y a des passerelles, il y a des trucs qui au niveau de la protection de l'information. Est-ce que toi, tu vois des dangers déjà de l'IA par rapport aux données personnelles? Tout en sachant qu'il y a du coup côté RGPD, il y a aussi côté RIA, règlement sur l'IA. Il y a autre chose qui est soit là, soit en préparation derrière. Mais la règle du RGPD, c'est de se dire que quand on a des données de nos clients, des données personnelles directement ou indirectement identifiantes, il faut les garder pour nous. Et donc les balancer dans des IA, c'est la pire chose que l'on puisse faire pour certains de nos clients. Et donc, dès qu'on veut utiliser des données de nos clients ou des retranscriptions de conversations qu'on a eues avec eux et tout ça, il faudrait veiller à chaque fois à tout anonymiser, à pas donner de nom, d'identité, et à réussir à cadrer nos prompts ou des choses comme ça. Nous, on a un tout petit usage en interne, où quelqu'un qui entre dans une certaine formation, on lui demande d'abord son parcours et ci et ça, on met cette chose-là pour le mentor qui va s'occuper de cette personne-là, on essaie de le résumer, mais on n'aura jamais donné à l'IA qui c'était. On fait un minimise le truc, ouais. Voilà, on essaie de vérifier qu'on balance pas n'importe quoi, parce que finalement, la responsabilité, elle est du côté de la personne qui balance les choses dans des IA. Est-ce que là-dessus, tu pourrais avoir, admettons, un numéro d'identifiant interne
et c'est ça qui ferait la jointure entre la personne et ce que tu donnes à l'IA. C'est le numéro 27, c'est Gérald Faure. Du coup, on sait qu'il a fait tel et tel truc, et tu donnes juste ça à l'IA pour qu'il résume. Ça serait une éventualité. On pourrait effectivement jouer sur cette anonymisation qui peut être retirée quelque part par la personne qui détient la clé et qui sait que tel ID égale telle personne d'un côté ou de l'autre. Ouais. C'est hyper intéressant parce que très souvent on nous demande, enfin on sait pas, c'est pas très souvent, c'est qu'on est obligé de supprimer les informations au bout d'un certain temps. Les informations, enfin, voilà, j'ai pas ton niveau d'expertise, hein, contredis-moi si je dis n'importe quoi, euh, mais j'ai l'impression que très souvent, et notamment dans ce cas-là, on ne sait pas où on les a mis les informations. Parce qu'on a l'impression que c'est juste dans notre CRM, et en fait, on les a mis ailleurs. On les a mis sur Google Sheet, on les a mis sur Google machin, sur Notion. Là-dessus, je suis le premier à utiliser Notion. Et dans l'IA, et donc du coup, on ne sait même plus où est la data. Donc en fait, c'est compliqué de tenir nos engagements. Carrément. Ah oui, oui, c'est une passoire. Il y a beau y avoir une réglementation et tout ça, il y a des données qui vont être éparpillées partout, qui vont s'infuser dans des documents sur plein de serveurs américains ou on sait où, et ouais, carrément. On a beau réglementer, les usages et les besoins font que derrière, ça fuite de partout, c'est sûr. Moi, je suis très sensible au sujet de souveraineté économique, individuelle, alimentaire, etc. Et en fait, je suis pas trop dans le complot de ils vont nous voler la data, ils vont l'utiliser. Mais par contre, la souveraineté de la data, c'est quand même un truc, même si aujourd'hui, je sais pas comment ça pourrait être, que Madame Michu, elle a eu son CAP esthétique et que Bernard Machin a eu il a été diplômé de l'INSEC. Enfin, ok, c'est très bien, mais en fait, je sais pas comment ça peut être utilisé contre lui, vu que j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de choses sur Internet qui ont été déclaratives. Donc voilà. Mais dans tous les cas, je sais pas comment ils l'utiliseront de manière néfaste, mais je préfère qu'ils n'aient pas l'occasion de l'utiliser. Je sais pas si vous voyez un peu la logique pour pas être dans le complot, quoi. C'est toute l'idée du RGPD, c'est éviter de d'essaimer des infos partout parce qu'on sait pas ce qui peut arriver à ces données plus tard. Quand tu auras une IA générale et qu'elle pourra mapper toutes les infos sur tous les humains, qu'est-ce qu'elle en fait? Il y avait un buzzword à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était big data. Big data, tout le monde en parlait, personne ne savait ce que c'était, etc. Peut-être que justement, on se rapproche d'un truc qui ressemble à la big data. Aujourd'hui, il y a Gab, tu connais des solutions qui permettent d'agréger comme ça, de mapper un petit peu, soit des profils de personnalité, soit des CV, soit, enfin, est-ce que ça, tu utiliserais quoi, toi, si tu devais faire un truc comme ça? Moi, j'en ai pas utilisé jusqu'à maintenant, mais je sais que ça commence à émerger notamment par industrie ou par thématique. Donc des gens qui vont essayer. Là, il y a une vague de auto-matching qui commence à arriver. Par exemple, j'en ai vu passer sur un équivalent de Tinder qui t'auto-match, mais j'ai l'impression que ça émerge de plus en plus selon par exemple des employeurs salariés ou des gens qui, en gros, quand tu recherches quelqu'un, selon la data, on l'agrège et on vous met en relation. Donc ça arrive de plus en plus. Des logiciels qui agrègent, moi, j'en ai pas vraiment utilisé. Ça, on arrive, c'est sûr que ça a une utilité. Maintenant, ça va être très philosophique, hein. C'est que avec l'IA, ça a une super utilité. Ça pose aussi un problème au niveau des données. J'ai l'impression qu'en fait, ça remet juste à la surface qu'on n'avait pas vraiment réglé le sujet. On l'a réglementé, mais pas vraiment réglé de manière efficace. L'IA, on a tout rebalayé un peu d'un revers de main en mettant ça sur pause le temps que ça se développe. J'ai un peu ce sentiment qu'on se dit, bon, bah, on verra plus tard. La data est arrivée à fond. Et puis, on s'est dit, on va voir comment on gère. Et s'il n'y a pas de solution naturelle, c'est que le système qu'on avait trouvé avant convenait pas. Là, j'avoue que moi, j'ai peu de propositions sur ce sujet. Je sais pas comment prendre je sais vraiment pas par quel bout le prendre. Parce que je vois d'un côté le fait que ça peut être très, très, très utile. Et notamment, on le voit si vous utilisez ChatGPT, plus il a votre data, plus c'est pertinent. Maintenant, ça pose aussi un danger. Je sais pas ce qui est le mieux. C'est quoi les trucs qui vous font le plus flipper, vous, par rapport à l'intelligence artificielle? Moi, j'ai vu pas mal de vidéos à ce sujet, et ce serait l'arrivée d'une intelligence artificielle générale qui décide que il faut surtout pas que les humains puissent l'éteindre et qui commence à faire de la désinformation, monter des humains contre des autres. Il y en a qui disent aussi prendre le contrôle de laboratoires pour créer certains virus, puis les essaimer dans le monde entier. Mais voilà, il y a des scénarios plutôt apocalyptiques. Certains disent qu'en gros, on devrait avoir la première grosse boulette de l'IA qui devrait arriver d'ici 2 à 3 ans. Un électrochoc en mode waouh, là, on a eu chaud. Et toi, Gab, c'est quoi qui te fait flipper? Moi, c'est plus terre à terre, mais c'est de l'IA qui se fait passer pour toi, sous n'importe quelle forme. Donc auprès de proches ou qui se met d'une manière ou d'une autre à publier parce que comme on le disait, il sait plein de trucs sur toi, à publier plein de trucs sur toi, tu vois. Imagine genre
C'est un peu c'est un peu l'imaginaire. Mais imagine une IA qui s'énerve, tu vois, et dire lui, ça me va pas et qui commence à balancer des trucs, tu vois. C'est techniquement pas impossible, donc j'espère pas, mais voilà. Le truc, moi, qui m'avait fait flipper, c'était à un moment, j'avais reçu dans le podcast Benoît Dubos de Scalesia. Il avait cité une étude, alors c'est un moment, hein, il y a plus d'1 an, et il avait cité une étude où un mec qui avait bien avant l'arrivée de ChatGPT. Ce ChatGPT, au final, ça a été un petit peu un peu l'outil de démonstration de ce qui était possible de faire en IA. Et du coup, on a l'impression que l'IA est arrivée avec ChatGPT. Donc, ChatGPT est une interface qui nous a permis à nous moldus en fait de mettre le doigt dedans. Mais bien avant ça, un mec qui théorisait, un Américain qui théorisait. Alors désolé pour mes approximations, j'ai tout le détail j'ai pas toutes les sources, mais il suffit d'aller réécouter l'épisode avec Benoît. Le mec qui avait théorisé sur l'IA depuis bien longtemps avait dit ok, j'arrête de parler d'IA parce qu'en fait il avait demandé à l'IA quel était le meilleur moyen d'éradiquer le cancer, ce qui est pas une très mauvaise idée dans l'absolu. En fait, l'IA avait dit bah le meilleur moyen d'éradiquer le cancer est porté par les hommes, c'est d'éradiquer les hommes en fait. Et en fait, ce manque de discernement, ce manque d'âme, en fait, je sais pas comment dire, mais je suis plutôt pour dire qu'il y a pas de bon sens dans le management, il y a pas de bon sens dans les relations interpersonnelles, etc. Mais bon, là, il y a une limite, quoi. Et donc, ce côté où, en fait, bah, cet autisme poussé à l'extrême, en fait, avec zéro empathie et voilà, juste de l'autisme pur et dur, mais dans une machine. Ça, j'avoue que ça me ferait un petit peu flipper. Le fait que l'IA puisse prendre des décisions, en fait, tout simplement. Ouais, c'est le plus flippant. Clairement, moi, pareil, j'ai moins peur de perdre mon job. Enfin, l'IA me fait moins peur sur perdre mon job qu'une IA qui serait malveillante. Ou c'est même pas de la malveillance, mais c'est une IA qui serait pragmatique, quoi. Comme tu dis, et aussi liée à des objets physiques. Là, ça fait très film, hein, mais t'imagines une IA qui pilote un drone, bah voilà. Ouais, ouais. Ouais, déjà, quand on voit je suis tombé sur, c'est sûr que je pourrais pas promouvoir cette vidéo, mais c'est pas grave. Je suis tombé sur un compte Instagram qui montre justement les erreurs en ce moment en Ukraine liées au drone. Il y a un compte exprès. Et en fait, on peut dire, ok, les gens sont des malades de faire ça avec des drones. Donc c'est des drones parottes qui vont juste équipés d'armes létales. Et en fait, c'est pas ça qui me fait flipper. Ce qui me fait flipper, c'est les gens dans les commentaires. Parce qu'en fait, bon, t'as un russe à la con t'as le cousin de Gab qui a décidé en fait de faire une saloperie avec un drone. Ok, bon d'accord. Mais en fait, c'est tout tes cousins à toi, Nico et les miens, qui commentent en fait. Et ça, c'est des gens normaux. Je veux dire, c'est pas des génies de la guerre et qui commentent et qui sont contents de ça. Si ces gens-là peuvent, du coup, une fois qu'ils ont été spectateurs, ils rêvent que d'un truc, c'est de faire la même chose, du coup, de programmer un truc comme ça. Ouais, là, ça me fait flipper. Donc en fait, dans l'IA, peut-être ce qui fait le plus flipper, c'est la connerie humaine, quoi. Comme d'habitude, hein. Ben, comme dans tous les usages, c'est un outil, donc comme dans tous les outils, le problème est ce qu'on va en faire. Et pareil, dans ce que ça va apporter, c'est un peu cliché et peut-être trop positif, mais c'est ce qu'on va décider collectivement d'en faire. Si on arrive à si on arrive à aller à peu près tous dans un sens, c'est le virage que va prendre l'IA. Si on décide que l'IA doit être hyper négative et dangereuse, c'est le virage que ça va prendre. On va l'orienter. Je sais pas comment on pourrait avoir comment on pourrait se mettre d'accord là-dessus. Je sais pas. T'as forcément des gens qui vont privilégier leur intérêt personnel, d'autres l'intérêt du bien commun. Enfin, c'est le problème. Je sais plus, la dernière fois on me disait ah oui mais comment on va faire si quelqu'un de mal intentionné l'utilise? Ça va arriver. Ouais, c'est déjà le cas, hein, mais comme dans tous les outils, il y en a qui sont utilisés de bonnes intentions et de mauvaises intentions, donc ça arrivera. C'est clair. J'avais une question pour toi, Gab, très 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 opérationnelle. C'est voilà, j'ai une boîte, je veux mettre de l'IA en place. Quel est le bon réflexe à avoir en termes de roadmap? Quelles questions je dois me poser pour savoir les fonctions que je vais pouvoir remplacer par de l'IA? Alors, moi, je catégorise dans les entreprises en deux parties. Il y a les éléments qu'on fait déjà, donc on connaît, qui sont processés et qui sont faits par des salariés en général ou par des humains. Donc, il y a les éléments qu'on fait déjà qu'on peut améliorer. Donc, soit améliorer en qualité, soit améliorer en quantité. Donc, quantité, ça veut dire qu'on peut en faire plus rapidement. Et les éléments qu'on fait pas encore et qui pourraient nous apporter de la croissance, une meilleure expérience ou quelque chose qu'on n'a pas encore. Donc ça, c'est déjà, je divise en deux catégories. On commence d'abord par ce qu'on fait déjà. Tu vois, on commence par nettoyer. On va déjà essayer d'optimiser ce qu'on sait, ce qu'on maîtrise et ce qu'on fait. Donc on va partir de là et en général c'est plus facile parce que c'est documenté. Et plus tard on ira se projeter sur de l'amélioration.
Et la deuxième chose, c'est que souvent, on va avoir le réflexe, parce que ça fait plus rêver, d'aller sur son cœur d'expertise. Par exemple, je fais des sites web, comment est-ce que je peux optimiser avec l'IA le fait de faire des sites web? Mais en fait, le plus facile, c'est peut-être déjà d'optimiser comment est-ce que je gère ma compta, comment est-ce que je gère ma prospection, comment est-ce que je gère tout ce qui est périphérique, enfin, satellite à ton Tu vas activité. dépolluer, quoi. Tu vas dépolluer tout ce Exactement. qui est autour. Parce que le plus important, ça va dépendre des boîtes. On va prendre l'exemple d'une boîte qui est freelance ou une boîte qui rassemble plusieurs consultants. Ça va être de pouvoir se recentrer sur son expertise dans un premier temps. Donc, effectivement, dépolluer. Je peux donner un exemple. Moi, j'en vends encore longtemps des outils technologiques. Euh, Il y a une phase qui prend beaucoup de temps. C'est la phase de recherche, de cahier des charges, de présentation, de vente, etc. Moi, le premier truc que j'ai fait avec l'IA, c'est de parler beaucoup en audio. Et à chaque projet, je faisais un audio d'entre 5, 10, 15 minutes. Et après, je l'utilisais comme base pour créer le cahier des charges. Une fois que le cahier des charges était créé, je l'utilisais comme base pour créer le script de présentation. Et le script de présentation, je le mettais dans Gamma pour faire les slides. Du coup, comme ça, j'arrivais à sortir des propositions en 1 heure au lieu d'une journée. Et le reste de ma journée, je faisais de la tech. Et cette philosophie, au début, elle est bonne parce que en plus, tu as un gain immédiat qui est tu te débarrasses de plein de trucs que tu n'aimes pas faire. Il y a un KPI qui est ultra important dans les cabinets d'avocats, c'est leur ratio entre le temps de travail et le temps facturé. J'ai l'impression que, en fait, c'est exactement la même théorie. C'est que avec l'IA, en fait, t'as beaucoup plus d'efficience et donc beaucoup plus de temps facturable. Oui. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des sites web, on disait le taux va changer. Je suis pas sûr que le prix change. Le temps que tu vas y passer va changer, mais le prix va pas forcément changer parce que tu vas le livrer encore plus vite. Donc potentiellement, il peut augmenter. Donc c'est un peu c'est contre-intuitif, mais ça fonctionne comme ça. Et effectivement, sur des activités de freelance, aujourd'hui, on est capable de supporter une capacité de production qui est infinie, enfin pas infiniment, mais beaucoup plus grande. Donc ça, c'était dans le cas des freelances. Après, dans le cas des sociétés qui vont distribuer un produit, ça fonctionne un peu pareil. Et là, on va le prendre plutôt au niveau des équipes. On va dire, en général, on va découper ça en pôles. Ça fonctionne à peu près toujours pareil. Tu as un pôle acquisition, un pôle administratif, un pôle livraison et un pôle, on va dire, avec des actions diverses nécessaires à la boîte. Tu vas prendre chacun de ces pôles. Quelles sont les actions qu'on fait le plus dans la semaine? Quelles sont les plus facilement automatisables? Parce que l'enjeu au début, c'est de pas se décourager. Donc, on va pas tout de suite essayer d'aller faire une super usine à gaz. On va essayer d'aller chercher des quick wins, qui est, c'est un peu comme quand sur les startups, on dit on va mesurer la croissance à la semaine. Ok, cette semaine, qu'est-ce que je peux améliorer en mettant de l'IA? Quel apport je vais avoir immédiat? Et on peut en avoir. Et on progresse comme ça. Et une fois qu'on a mis le pied dedans, voilà, c'est vachement plus facile et on peut passer à des phases beaucoup plus avancées, beaucoup plus structurantes. Mais une fois qu'on est lancé dedans, c'est ok, c'est fluide. On a passé la barrière au début qui peut faire un peu peur, qui peut être un peu complexe ou quoi. Et là, on rentre dans ce qui devient vraiment intéressant. Et l'enjeu, c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler beaucoup et le plus de diversité de boîtes possible. L'enjeu, c'est de s'y mettre. C'est de s'y mettre parce que ce qui fera la différence plus tard, c'est en fait plus on attend, plus on va prendre du retard. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui mettent en place des choses, mais de toute façon, elles vont les refaire parce que ça évolue. Donc l'enjeu, c'est si on s'y met dès maintenant et qu'on arme nos boîtes pour avoir dans notre ADN de l'utiliser, ben on sera capable au fil de l'évolution de s'en saisir. Moi j'aime bien l'idée là. Tout à l'heure, je vous ai posé la question comment vous l'implémentez dans votre quotidien. Tout à l'heure, quand tu me dis revue de presse et ça me l'envoie dans Slack en audio et tout, bah ça c'est un use case, ça me parle. Du coup, posez cette question-là à vos potes entrepreneurs, dans vos masterminds, dans vos formations, avec voilà vos différents contacts qui font sensiblement le même métier que vous, ceux qui nous écoutent. Et déjà, ça va vous ouvrir un champ des possibles qui est dingue. Mais déjà, remplacer tout ce qui est en dehors de l'expertise, c'est vraiment la clé. Et j'ai envie de dire, c'est un peu un b.a.-ba de la délégation, en fait, au final. Au final, on se retrouve à rebosser des process. Hein. Quand on bosse l'IA, ça remet juste en perspective soit des choses qui n'étaient pas processées, soit des choses qui sont améliorables. Moi, le premier truc que je fais quand on commence à travailler avec une entreprise, c'est un truc très simple. Hein. On ouvre un Google Sheet, on le partage à toute la boîte. On dit sur chaque ligne, vous mettez des choses que vous avez plus envie de faire ou que vous pensez qu'on peut automatiser ou mettre de l'IA dedans. Et à la fin, on se retrouve avec un Google Sheet de 200 lignes. Et puis, on l'épure. Mais on a des trucs hyper intéressants. Parce que c'est chacun à son niveau, tu vois. T'en as un qui va dire, moi, je reçois des mails à un endroit, je les traite à un autre, et je les passe dans le chat GPT pour faire une réponse. Je grossis le trait, mais j'utilise 3 outils alors que ça pourrait être fait instantanément en 1 seconde. Ou par exemple, là, j'ai le cas dans une boîte la semaine dernière. Je rentre toutes mes datas à la main dans un logiciel de CRM parce que je passe de l'un à l'autre.
en fait, avec un remodelage par IA de l'automatisation, on l'aurait fait en 3 minutes, alors que là, ça a pris 3 jours. Avant de donner la parole à Nico sur une question que je lui ai préparée aussi, un peu une question de fin comme ça. Gab, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est réellement qu'un agent IA? J'ai l'impression qu'on en entend parler tout le temps et que très peu de monde sait réellement ce que c'est. Donc, du coup, à quoi ça sert et pourquoi ça fait fantasmer tant de gens? Est-ce que c'est encore un buzzword ou est-ce que c'est vraiment utile? Alors, c'est utile et un buzzword. Donc, c'est un buzzword à juste titre. C'est un buzzword. Je sais pas si c'est à juste titre. Déjà, il faut séparer deux choses. Qu'aujourd'hui, on voit vous voyez beaucoup de screens sur les réseaux. Je pense à LinkedIn notamment avec des workflows. Donc, c'est des screens où il y a des petites bulles. Où vous voyez des différents outils passer avec des liens entre elles. Ça, il y a deux catégories. Il y a les automatisations, les workflows d'automatisation classiques comme on connaissait jusqu'à maintenant entre guillemets, dans lesquels on pourrait de l'IA ces derniers mois, et les agents IA. Les workflows d'automatisation, c'est des choses qui vont se dérouler en cascade, où on va dire, quand il se passe ça, je fais ça. Et avant, on faisait ça de manière très basique. Quand j'ai une vente dans mon Stripe, j'envoie un message dans Slack. Ça, c'était l'automatisation simple. Après, il y a eu les améliorations, on a intégré de l'IA dedans. Donc, on a dit, quand il y a une vente sur Stripe, tu vas analyser d'où vient le prospect et par quelle source il est arrivé et combien il a acheté et quel est son panier moyen. Et tu vas m'en faire un message personnalisé que tu vas envoyer dans Slack. Donc là, ça rajoutait une couche de personnalisation où tu avais un message différent à chaque fois. Donc tu pouvais aller très loin avec des workflows comme ça, avec de l'IA et de l'automatisation. Là, c'en est un simple pour l'exemple, mais tu peux faire des choses qui vont très loin. Et il fallait le prévoir, il fallait avoir un scénario en fait. Il fallait avoir un scénario. Si t'étais architecte du truc, tu devais dire, ok, il va devoir passer ici, là il faut qu'il y ait une brique qui fasse ça, après là qui fasse ça, là qui fasse ça pour arriver au résultat. Et donc ça se suit comme ça de manière linéaire sur un workflow. Et maintenant, tu as les agents IA qui sont arrivés, où c'est la même chose au début. On va dire quand il se passe ça, mais là on va plus lui dire tu fais ça, 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 ça. On va le mettre dans une espèce de, imaginez une bassine d'outils. Vous allez connecter vos outils. Je veux dire, je vais connecter mon Gmail, mon espace membre, mon Slack, mon Stripe, etc. Tu le jettes dans la bassine d'outils. Et là, il y a une opération qui peut ressembler un peu à un truc boîte noire où les IA vont communiquer avec les outils, vont aller faire tout un tas de séries d'actions pour arriver au résultat que tu veux atteindre. Et vont ressortir ce qu'on appelle un output, mais qui est en final le résultat que ça a généré, qui est ce que tu as demandé. Donc c'est pour ça que c'est un peu un buzzword, parce que ça a l'effet magique. Tu dis, je fais une demande, je l'envoie dans la bassine, j'ai ce que je veux à la fin. Dans les faits, ça fonctionne comme ça, mais il faut un petit peu plus de granularité pour arriver à quelque chose d'exploitable à la fin. Mais donc c'est la vraie différence entre les deux. Tu standardises l'output, ça t'arrive à le faire. Eh ben, c'est tout l'enjeu, c'est d'arriver à standardiser un output. Et là, c'est là où on a pu entendre dans certains endroits dire les agents IA se comportent un peu comme des stagiaires. C'est que des fois, ils renvoient des choses un peu aléatoires. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut juste dire que on l'utilise avec une approche différente. Qui est peut-être que là, on va moins le mettre en production tout de suite. Peut-être que derrière, on va lui remettre une surcouche d'IA qui va standardiser ton output. Ça peut être aussi intéressant de faire ça, de dire, OK, j'utilise la puissance du truc, après je le reformate. Donc ça, c'est bien. Et par contre, là où il faut faire attention, ça c'est un peu mon combat, c'est les deux sont très bien. Je parlais d'automatisation workflow avant et là d'agent IA. Les deux sont très bien et les deux ont des cas d'usage spécifiques. Et c'est là où c'est un buzzword. C'est qu'on entend les agents IA, tout est fini. Ouais. Voilà, ça fait tout. Et en fait, des fois, c'est juste, quand tu veux aller faire je sais pas, quand tu veux aller te faire une course chez toi, tu vas peut-être pas prendre ta voiture de sport pour aller faire les courses, tu vois, tu as juste besoin de ta voiture normale. Là, c'est pareil, il faut arriver à choisir ce qui est bien adapté et pas aller se rajouter des fonctionnalités juste parce qu'on est en 2025 et que sur YouTube, c'est marqué agent IA. Donc voilà. Très clair. Merci Gab. Et Nico, j'ai une question, une double question. Dans ton métier, dans le métier que auquel tu formes, donc création de site web, et dans le métier d'entrepreneur, quelles sont les compétences qui vont devenir obsolètes d'ici 2 ou 3 ans à cause de l'IA, d'après toi? À mon avis, il n'y a pas grand-chose qui va être... Alors, il y a certaines choses où on va plus avoir besoin de passer autant de temps. Par exemple, je pourrais te dire un truc, faire du CSS, ça pourrait devenir obsolète, mais en réalité, non. Parce que si tu demandes à une IA de t'aider sur un problème de CSS, et que ça marche, tant mieux, mais tu sais pas forcément si ça marche dans tous les cas ou pas. Quand ça marche pas, tu dois reprompter pour... En fait, c'est là aussi où t'as raison de cette question, parce que on pourrait se dire, mais est-ce que je suis pas en train d'apprendre plein de compétences qui ne serviront à rien dans le monde de demain? Et au contraire, on va vraiment, et d'autant plus, avoir besoin de
tout comprendre. Pour moi, le métier de webmaster, il ne peut pas se cantonner qu'à juste mettre des images, des textes dans des pages. On est obligé d'ouvrir le champ des possibles, on est obligé d'avoir une approche beaucoup plus 20-80 de plein de disciplines, et c'est comme ça que quelque part, on va pouvoir se dire, j'ai appris le référencement naturel, je sais quand l'IA veut m'aider dans du SEO, si je suis en train de faire les bonnes choses ou pas. Et partout, dans le copywriting, dans le SEO, dans tout. Et je vois pas aujourd'hui des choses qui vont devenir totalement, totalement obsolètes, parce qu'en fait, il y aura plein de cas, plein de petits moments où on se dira, ah ben ça, heureusement que j'allais le faire, ou heureusement que je sais encore raisonner comme il faut, pour pouvoir du coup être assisté ou débugger un truc qu'une IA arrive pas forcément à faire là tout de suite. Et dans les compétences entrepreneuriales, que ça soit la prospection, la vente, tous ces trucs-là, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des compétences qui vont devenir obsolètes, ou est-ce que pareil, t'as à peu près la même réponse que pour le métier de web? En fait, pour moi, aussi bien la prospection et la vente, c'est résumé à juste des choses, c'est est-ce que il y a des gens qui ont des problèmes, à qui on peut vendre une solution. Et est-ce qu'entre les deux, il y a bien une opportunité qui existe? Et du coup, peut-être que l'IA peut nous aider à déterminer des choses plus rapidement, mais on va toujours avoir besoin de ce flair, en fait, de cette intuition et d'expertise pour pouvoir appuyer plus fort quand c'est nécessaire, ou peut-être se dire, ce truc-là, ça n'a pas été si bien qualifié que ça, je lève le pied. Oh, non, pour moi, en fait, j'ai l'impression que aussi bien un webmaster qu'un entrepreneur, il va avoir besoin d'autant de compétences. Par contre, il peut être assisté, il n'a pas besoin d'avoir autant un bon niveau, mais il va falloir que l'IA le pousse un petit peu plus pour être meilleur, pour faire plus de qualité ou plus de volume. Je sais pas si vous vous souvenez, moi je suis dans 90, Nico aussi t'es 90 toi, non? T'es de quelle année? Oui, 90, ouais. 90 aussi. Gab, il est un peu plus jeune. C'est un enfant, Gab, encore. Mais moi, le premier jeu sur la Play que j'ai eu, c'était Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 2. Peut-être tu voyais le paysage qui, en fait, t'avançais, t'étais toujours au milieu de l'écran, et t'as le paysage qui avançait. Ça, c'était une première façon de jouer. Et sur l'ordi, au même moment, donc ça, c'était sur la Play, et sur l'ordi, je jouais à Age of Empires. Donc une vue aérienne. J'ai un peu l'impression que maintenant, avec l'IA, la manière dont on va gérer nos business, ça n'est plus encaisser en fait le jeu en étant au milieu de l'écran et en le voyant de ce point de vue-là, mais c'est un peu plus un point de vue omniscient sur l'ensemble des fonctions de notre boîte. Donc on va être un peu plus chef d'orchestre que musicien. Et je sais pas si vous voyez un petit peu l'image avec les jeux vidéo, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. Et donc les compétences, on va être beaucoup moins dans le faire, mais dans le savoir. Et donc en fait on va manager. En fait on va avoir cette posture non plus d'artisan, mais de manager à l'intérieur de nos organisations, parce qu'on va se manager nous, mais surtout manager l'IA. Et donc voir les compétences et voir être capable d'avoir un esprit critique sur ce qui se fait. Non pas faire, mais critiquer. Et donc du coup devenir un coach plutôt qu'un joueur. Enfin voilà, les images, je peux vous en faire toute la journée, mais je vais arrêter là. Mais c'est un petit peu l'idée. C'est un peu comme ça que tu voyais, Nico, ce sujet de compétences. Ouais, parce que si on est beaucoup moins enfermé, comme disait Gab, dans des tâches courantes qui nous prennent beaucoup de volume horaire, ça veut dire que ce temps-là, on le récupère. On peut essayer de voir ce qu'on fait pas aujourd'hui, et on est obligé de travailler ces angles morts, et obligé d'avoir une vue effectivement plus d'ensemble, plus aérienne, pour se dire, ce truc-là, en fait, je vois bien que là, c'est pas bien fait, il faut qu'on l'améliore, ce truc-là, il n'est pas fait du tout, est-ce que je peux pas faire quelque chose? Et il faut juste pas céder à trop de FOMO, à vouloir absolument tout faire partout, il faut aussi savoir couper ce qui sert à rien et revenir à soi après. Très clair. Du coup, les gars, je veux finir sur une bonne note parce que avec l'épisode avec Tania et Joe, on a été un peu, on a parlé de trucs qui fâchent, donc du coup, on a un peu le moral en bas des chaussettes. Ah, tout à l'heure, je vous ai posé la question de c'est quoi l'IA qui vous fait flipper. Et donc maintenant, est-ce que vous avez une IA de rêve, le truc qui vous ferait fantasmer, tranquille, hein, je parle dans le boulot. C'est un podcast de geek, ça peut vite partir en rêve. Mais là, non, on est bien. Des hommes respectables. Mais ouais, est-ce qu'il y a une utilisation de l'IA qui vous fait fantasmer, un truc qui n'existe pas encore ou un truc dont vous n'avez pas encore la connaissance? Gab. Moi, c'est pas une utilisation. Le truc qui me fait vraiment rêver là, c'est de voir les premières boîtes où les mecs sont tout seuls en billion-dollar compagnie. Ok. En fait, c'est une telle transformation de modèle que je me dis c'est absolument fou. Parce que si tu pousses cet extrême, ça veut dire que... En fait, moi, ce qui me fait vraiment rêver, c'est qu'on a rebattu les cartes. C'est qu'il y a tellement de trucs qui sont possibles auxquels on n'a pas conscience. C'est plutôt ça qui me fait kiffer. Ok. Le champ des possibles. Le champ des possibles. Ouais. Ok. Donc la billion, le solo business à 1 milliard, quoi. Les artisans sont les nouveaux business sexy, quoi. Ok. Très cool. Nico, est-ce que toi, il y a une application qui te ferait rêver? Ça ressemble un petit peu à ça aussi. C'est effectivement le solopreneur qui est totalement augmenté et qui tout seul, alors peut-être pas va faire 1 milliard, mais ne serait-ce que 1 million
en solopreneur avec des IA bien gérées dans tous les sens et tout ça, ce serait vraiment cool. Et moi, mon IA de rêve, c'est celle qui voit tout passer. Et c'est là où j'ai un souci avec le fait que les données partent dans tous les sens, mais qui voit tout passer, qui arrive à voir ce que je fais quand je conçois des formations, qui connaît tout mon contenu, qui sait tout ce que j'ai dans ma tête, et qui m'aide à aller faire les produits, ou en tout cas les initiatives de demain, qui fait qu'un truc que j'ai buildé pendant une semaine, ben en fait, l'IA a totalement compris toute ma réflexion derrière et peut le reproduire, mais cette fois-ci en 10 minutes. Ce serait des trucs comme ça, pour aller beaucoup, beaucoup plus vite. Mais il y aurait un lâcher-prise total, et puis surtout, il faut être OK pour être surveillé dans ses moindres actions, parce que là, il faut qu'elle voit, enfin, il faut qu'elle entende ce que je me dis dans ma tête. Alors déjà, il va falloir l'exprimer. Il va falloir qu'elle comprenne la logique de ce que je fais à l'écran. Je dois donner le contrôle total, là. Je suis Ce peut-être pas côté prêt. boîte noire, en fait, c'est un petit peu ça au départ. Te mettre en mode boîte noire de la 380, mais bon, la data, faut la refourguer. J'ai une note positive, si tu veux, Gérald, qui est pas Allez. une IA de rêve, mais qui est un des usages de l'IA que j'ai trouvé vraiment beau, que j'ai pu faire. J'ai dans mon entourage un enfant très proche qui a des difficultés donc, de lecture et d'écriture. Et donc, ça ferme quand même au monde et à la connaissance. Et c'était il y a un an à peu près, au moment où ChatGPT a sorti sa fonction vocale. En gros, je lui ai mis ChatGPT dans les mains, et donc il a pu parler avec de la connaissance et poser plein de questions et avoir la réponse en audio. Et donc, en fait, là, je me suis aperçu que l'IA, elle avait ouvert un champ des possibles parce que c'est ce gamin qui était complètement fermé à la lecture et à l'écriture, bah là, il était ouvert à la connaissance. Et il était comme un fou parce que c'est la première fois où il pouvait interagir sur un canal qui connectait avec lui. Et Trop quand bien. j'ai vu ça, je me suis dit, oh, bon, il y a tous les enjeux business, tous les trucs qui font peur, mais ça fait aussi des belles choses. C'est clair. Et tous ceux qui ont des enjeux dans les relations, dans les relations à l'autre, très certainement que ça doit te débloquer. Je sais pas de quelle manière, parce que je connais pas très bien cette problématique-là, mais je suis persuadé que ça pourra apporter quelque chose. Euh, le fait de pouvoir échanger avec un tiers, même si c'est artificiel. Trop cool. Bah moi je rêve d'une IA les gars qui pourrait aller à la fête des voisins à ma place. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins dans l'émotion que toi Gab quand tu nous dis ça. Mais c'est vrai que j'ai un rapport à la contrainte qui est assez particulier. Et il y a des trucs qu'il faut faire mais qui sont pas spécialement cool. Et quand tu vis dans un petit village, surtout dans le sud-ouest où en fait la vie se résume à boire des coups, t'es obligé d'aller boire un coup avec tes voisins. Et bon, c'est pas le truc qui me passionne. En fait, j'aimerais beaucoup avoir un peu comme l'assemblée générale de mon immeuble, tu sais que j'ai un compte rendu de l'AG en fait. Et ça c'est vrai que j'adorais, mais c'est vraiment futile, mais vraiment j'adorais qu'on puisse me remplacer à certains moments. Moi j'aurais pas de problème pour être encore plus connecté aux trucs qui me font kiffer. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Mais bon, à voir, à voir. Je sais pas si c'était au final, si philosophiquement c'est une bonne idée de renier toutes les contraintes. Ça, c'est un autre débat. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de commencer par enlever les trucs qui nous font chier, quoi. Exactement. Exactement. Mais si les voisins écoutent, non, ils me font pas chier, c'est juste que j'ai pas le temps. J'ai un barbecue à faire chauffer en même temps. Les gars, on vous retrouve où, Nico, si on veut en savoir un petit peu plus sur votre actu, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir aussi dans les prochains mois concernant les freelances notamment. Où est-ce qu'on peut suivre, où est-ce qu'on peut s'inscrire à ta newsletter, parce que je l'adore ta newsletter. Voilà, ça déjà, voilà, t'es obligé de nous donner le lien de la newsletter, mais où est-ce qu'on peut te suivre de manière plus générale? Bon, de manière générale, ça va être sur LinkedIn, minoritairement sur Instagram, hein, en me cherchant Nicolas Richer. Et sinon après, bah, du coup, mon site c'est wpchef.fr, et c'est là-bas que bah, je propose les formations. Mais les newsletters, c'est pour les leads. Elle est pas encore ouverte à tout le monde. Attends, demain je dois refaire. De lead alors, ça veut dire. Tu Mais vas je me sais. closer. Bah, non, c'est les leads, il faut pas y toucher, ceux-là. Mais par contre, non, mais c'est pas bête parce que je dois refaire la page d'accueil demain. Je me dis, bah ouais, mettons une newsletter ouverte. C'est parti, quoi. Et elle est super bien la newsletter. Il y a votre actu, mais il y a aussi l'actu métier. Il y a tout, donc je la trouve super bien faite. Et moi, ça m'emmerde les newsletters et la tienne, je la lis. Je m'applique une fois par mois, c'est bien pour ça, hein. Ouais, mais c'est voilà, bah, c'est trop bien. Et à chaque fois, j'essaie de te répondre, de te donner un petit élément. Donc c'est top. Non, mais ouais, du coup, allez suivre Nico. Dans tous les cas, on mettra le lien. On mettra les liens en description, bien évidemment. Et Gab, toi, où est-ce qu'on peut suivre un petit peu ton actu? Où est-ce qu'on peut te contacter si jamais on a des projets d'IA? LinkedIn et Instagram. Et Instagram, en ce moment, j'essaye de mettre une story par jour d'un cas que je fais pour gagner du temps. Donc, j'essaie d'exposer un petit peu ma veille. Si vous êtes curieux ou que vous avez envie de voir ce qu'on peut faire,
N'hésitez pas. Gabriel Olac. Ça met un énorme FOMO le fait que ça soit en story, c'est-à-dire que si on n'est pas connecté, on pourra pas repasser, le train ne passera pas deux fois. Donc, ok, trop bien. Messieurs, merci beaucoup d'être revenus dans les gros mots. C'était un plaisir. Nos amis auditeurs qui sont là depuis plus d'une heure, du coup, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram à nos invités pour les remercier, comme vous faites souvent. N'hésitez pas aussi à me suggérer des prochains sujets. Je trouverai les invités en fonction, ou me proposer des invités et je trouverai les sujets qui fitteront bien. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, à me faire également votre feedback sur Insta. Et voilà les amis, c'était un bel épisode. Merci les gars. Merci à toi. Merci Gérald. À bientôt. Bye.